L'odeur était insupportable dans les couloirs du palais de Whitehall durant l'hiver de 1747. Les serviteurs couvraient leur visage de mouchoirs parfumés lorsqu'ils passaient en hâte devant la chambre royale où un homme monstrueux de près, de 180 kilos, gisait dans son lit monumental. Des ulcères purulents couvraient ses jambes, émanant une odeur de chair pourrie qu'aucune quantité d'encens ou d'herbes aromatiques ne parvenait à masquer. C'était Henri VIII, autrefois le plus puissant monarque d'Angleterre, désormais une ombre grotesque de lui-même. La chambre royale, auparavant théâtre de conspirations et de décisions qui changèrent le destin d'une nation, s'était transformée en une chambre de tourment. Les épais rideaux de velours restaient fermés, plongeant l'environnement dans une pénombre qui dissimulait à peine le spectacle de la décomposition d'un homme encore vivant. Le roi pouvait à peine bouger sans crier de douleur. Ses jambes, autrefois fortes et agiles dans les tournois de joutes, étaient maintenant couvertes de plaies qui ne cicatrisaient pas. Une ancienne blessure à la cuisse, résultat d'un accident de chasse des années auparavant, s'était transformée en une plaie ouverte qui suppurait constamment. Les médecins royaux, impuissants, appliquaient des cataplasmes d'herbes et des onguents qui ne faisaient qu'augmenter son tourment. Le palais, auparavant vibrant de musique, de danse et d'intrigues de cour, était devenu un lieu de murmures et de pas précipités. Les courtisans évitaient les couloirs proches des appartements royaux, craignant d'être convoqués en présence du monarque. L'air lourd portait non seulement l'odeur de la maladie, mais aussi le présage de la mort qui s'approchait inexorablement. Les rares qui osaient encore s'approcher du lit royal trouvaient un homme consumé non seulement par la douleur physique, mais par l'amertume et la peur. Ses yeux, autrefois brillants et déterminés, errait maintenant perdu entre les tapisseries luxueuses qui décoraient ses murs, comme s'il cherchait des réponses à des questions qui le tourmentaient. Le visage, jadis admiré pour sa beauté royale, était enflé et défiguré, marqué par des années d'excès et de souffrance. Dans ces moments de lucidité, Henri alternait entre des accès de fureur impuissante et des périodes de mélancolie profonde. Ses cris de douleur résonnaient dans les couloirs, se mêlant aux prières murmurées par les clercs qui se relayaient en veille constante. Le monarque, qui avait défié le pape lui-même et reformulé la foi d'une nation, se trouvait maintenant à la merci de ses propres doutes spirituels. La nuit, quand la douleur devenait plus intense, les serviteurs pouvaient l'entendre appeler des noms du passé: Catherine, Anne, Jane, ses épouses mortes ou écartées au cours de son règne tumultueux. Le souverain qui avait condamné tant de personnes à la mort affrontait maintenant sa propre fin avec une terreur mal dissimulée. Comment un homme qui avait commencé son règne comme la personnification de l'idéal Renaissance, jeune, fort, cultivé et puissant, s'était-il transformé en cette créature agonisante? Comment le prince doré d'Angleterre, qui avait plié l'Église même à ses caprices, exécuté 2 épouses et transformé à jamais le visage de son royaume, finirait-il, ses jours en pourrissant vivant, abandonné par tous, sauf par les plus loyaux ou les plus intéressés de ses courtisans? Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne et de mettre un like. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. L'année était 1485. L'Angleterre émergeait de la sanglante guerre des 2 Roses lorsque Henri Tudor, après sa victoire à Bosworth Field, conquit le trône et devint Henri VII. Le royaume qu'il laisserait à son fils était une nation transformée, où l'ancienne noblesse avait été décimée par des décennies de guerre civile, et un nouvel ordre commençait à s'établir. Le jeune prince Henri n'était pas destiné à régner. En tant que second fils, il vivait dans l'ombre de son frère aîné, Arthur, l'héritier du trône. Tandis qu'Arthur était préparé aux responsabilités de la couronne, le jeune Henri recevait une éducation qui combinait les arts martiaux avec une profonde connaissance intellectuelle, une liberté qui finirait par façonner son caractère de manières inattendues,
L'Angleterre médiévale du début du XVIe siècle était un royaume en profonde transformation. Le système féodal commençait à céder la place à un nouvel ordre centralisé, où le commerce et le pouvoir royal gagnaient en force. L'Église catholique régnait encore en maître, contrôlant non seulement la vie spirituelle, mais aussi de vastes propriétés et une influence politique. Sur le continent, les idées humanistes de la Renaissance commençaient à remettre en question d'anciennes certitudes. C'est dans ce scénario de changement que le jeune Henri se distingua comme un véritable prince de la Renaissance, grand pour les standards de l'époque, avec plus de 1,80 et doté d'une force physique exceptionnelle. Il maîtrisait l'art de la guerre et les sports nobles. Dans les tournois de joute, son habileté était légendaire. Dans les chasses, peu pouvaient suivre son rythme. Mais ce n'était pas seulement dans les activités physiques que le prince brillait. Henri parlait couramment le latin, le français et l'espagnol. Il étudiait la théologie avec passion et démontrait un talent naturel pour la musique, composant ses propres pièces et maîtrisant divers instruments. Ses tuteurs le considéraient comme un prodige, combinant la force d'un guerrier avec l'intellect d'un érudit. La mort prématurée de son frère Arthur en 1502 altéra drastiquement le destin d'Henri. Soudain, le jeune prince qui jouissait d'une relative liberté se retrouva en position d'héritier du trône. Sa première décision stratégique démontra une astuce politique précoce. Il épousa Catherine d'Aragon, la jeune veuve de son frère, maintenant ainsi l'alliance vitale avec la puissante Espagne. En 1509, après la mort de son père, Henri accéda au trône à l'âge de 17 ans. Le couronnement fut un spectacle que Londres n'avait pas vu depuis des générations. Le nouveau roi combinait jeunesse, vigueur et éducation raffinée d'une manière qui captiva l'imagination de son peuple. La noblesse, le clergé et les gens du commun virent en lui la promesse d'une nouvelle ère de gloire pour l'Angleterre. Son couronnement marqua le début d'une transformation à la cour anglaise. Les célébrations durèrent des semaines, avec des tournois, des banquets et des festivités qui démontraient non seulement la richesse du royaume, mais aussi le nouveau style de gouvernement qui s'initiait. La cour austère d'Henri VII céda la place à un centre de culture et de splendeur Renaissance, où artistes, érudits et diplomates se mêlaient à l'ancienne noblesse. Dans ses premières années comme roi, Henri VIII réalisa le rêve de tout jeune monarque. Il dirigea personnellement ses troupes dans une campagne militaire victorieuse en France. La bataille des Éperons, en 1513, établit sa réputation de guerrier et de chef militaire, conquérant non seulement la gloire sur le champ de bataille, mais aussi le respect et la loyauté de ses nobles. L'Angleterre avait enfin un roi qui personnifiait les idéaux chevaleresques médiévaux et en même temps embrassait le nouveau monde qui émergeait. Le pouvoir absolu commença à se manifester à travers les premières exécutions politiques du règne. Edmund Dudley et Richard Empson, anciens ministres de son père, furent les premiers à tomber. Accusés d'extorsion et de trahison, ils furent exécutés en 1510. Le jeune roi montrait qu'il n'hésiterait pas à verser le sang pour établir son autorité. La conquête du pouvoir ne se limitait pas aux frontières de l'Angleterre. En 1511, Henri VIII forma la Sainte Ligue avec le pape Jules II, l'Espagne et Venise contre la France. C'était sa chance de raviver la gloire des rois médiévaux anglais qui avaient dominé des territoires français. Les campagnes militaires qui suivirent consolidèrent son image de roi guerrier. Le cardinal Thomas Wolsey émergea comme son bras droit, un homme d'origine humble qui accéda au pouvoir absolu en tant que lord chancelier. Sous son administration, la cour anglaise se transforma en un centre de pouvoir et de splendeur sans précédent. Les ambassadeurs étrangers rapportaient, émerveillés, le luxe et l'opulence qui entouraient le jeune roi. Mais tout n'était pas victoires externes. À la maison, Henri affrontait un problème croissant, l'absence d'un héritier mâle. Catherine d'Aragon avait donné naissance à plusieurs enfants, mais seule la princesse Marie avait survécu. L'obsession pour un fils commençait à consumer le roi.
semant les graines de futures tragédies. La première grande trahison vint de l'intérieur. En 1521, le duc de Buckingham, l'un des nobles les plus puissants du royaume et avec des prétentions au trône, fut accusé de conspiration. Son procès fut une farce et son exécution publique servit d'avertissement pour tout noble qui oserait défier l'autorité royale. La violence du roi ne se limitait pas à la noblesse. Quand les idées protestantes commencèrent à se répandre, en Angleterre, Henri, qui avait été nommé défenseur de la foi par le pape pour son traité contre Luther, répondit avec brutalité. Des réformateurs furent brûlés sur le bûcher, leurs livres interdits et détruits. Le contrôle sur l'Église anglaise s'intensifia. Les monastères furent soumis à des inspections rigoureuses et les clercs furent forcés de reconnaître la suprématie royale en matière religieuse. Le pouvoir séculier et religieux commençait à se fondre entre les mains du roi, présageant des changements encore plus dramatiques. En 1525, Henri VIII imposa l'amicable grant, un impôt forcé qui provoqua des révoltes populaires. La réponse royale fut implacable, des leaders furent exécutés et des communautés entières furent punies. Le roi, qui avait été salué comme un libérateur, montrait maintenant son visage tyrannique. Anne Boleyn apparut à la cour comme dame d'honneur de la reine Catherine. Jeune, éduquée et ambitieuse, elle refusa d'être juste une autre maîtresse royale. Sa résistance aux avances du roi alluma en lui une obsession qui changerait à jamais le cours de l'histoire anglaise. Le coût émotionnel de ces transformations commençait à se manifester. Le roi, auparavant, connu pour sa jovialité et son charme, devenait de plus en plus imprévisible et violent. Ses accès de fureur terrorisaient la cour, et même Wolsey, son ministre le plus proche, commençait à craindre pour sa position. La tension atteignit son apogée quand Henri décida d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. La demande au pape déclencha une crise diplomatique et religieuse sans précédent. Le refus papal d'accorder l'annulation mit en mouvement des événements qui mèneraient à la rupture avec Rome et à l'établissement de l'Église anglicane. Le chapitre se termine avec Henri VIII au bord de sa décision la plus radicale: rompre avec l'Église catholique, institution qui avait façonné la vie anglaise pendant des siècles. La guerre personnelle du roi pour un héritier était sur le point de se transformer en une révolution religieuse qui diviserait son royaume et marquerait le début de sa transformation de roi de la Renaissance en tyran redouté. L'année 1533 marqua l'apogée du pouvoir absolu d'Henri VIII. Avec la déclaration de suprématie sur l'Église d'Angleterre, le roi contrôlait désormais non seulement les corps, mais aussi les âmes de ses sujets. Le Parlement, transformé en instrument de sa volonté, approuvait des lois qui consolidèrent son pouvoir, sans précédent. Le mariage avec Anne Boleyn, réalisé en secret alors qu'il était encore marié à Catherine, démontrait comment les lois du royaume étaient devenues malléables face aux désirs royaux. Thomas Cranmer, élevé au rang d'archevêque de Canterbury, déclara nul le premier mariage du roi et valida l'union avec Anne, dans une séquence d'événements qui scandalisa l'Europe catholique. La réponse du roi à ses opposants fut brutale. Thomas More, ancien chancelier et ami proche, refusa de reconnaître la suprématie royale sur l'Église. Son exécution en 1535 avec l'évêque John Fisher choqua le monde intellectuel européen. L'humaniste gentil qui avait écrit contre la tyrannie démontrait maintenant comment le pouvoir absolu corrompt absolument. La dissolution des monastères, initiée en 1536, fut l'un des plus grands transferts de richesses de l'histoire anglaise. Les propriétés qui avaient appartenu à l'Église pendant des siècles furent confisquées. Des abbés qui résistèrent furent exécutés, des reliques sacrées furent détruites et des bibliothèques centenaires furent pillées. Le paysage physique et spirituel de l'Angleterre changeait irrévocablement. Mais le pouvoir avait son prix. La naissance d'une autre fille, Élisabeth, au lieu du fils tant désiré, aigrit rapidement la relation avec Anne Boleyn. Les mêmes
instruments légaux qui avaient élevé la seconde épouse au trône, seraient maintenant utilisés pour la détruire. En mai 1536, Anne fut emprisonnée à la Tour de Londres, accusée de trahison, d'inceste et de sorcellerie. Le procès d'Anne Boleyn fut une farce judiciaire qui démontra le contrôle complet du roi sur le système légal. Des témoins furent contraints, des confessions furent obtenues sous la torture et le résultat était déterminé avant même le début du processus. L'exécution de la reine par un bourreau spécialement amené de Calais marqua un nouveau palier dans la brutalité du régime. Les révoltes ne tardèrent pas à éclater. Le pèlerinage de grâce, en 1536, réunit des milliers de catholiques du nord de l'Angleterre, protestant contre les changements religieux et la destruction des monastères. La réponse initiale du roi fut conciliante, faisant des promesses aux rebelles. Mais dès que le mouvement se dispersa, la vengeance royale fut implacable. Des centaines furent exécutés, y compris des nobles qui avaient dirigé la révolte. Le mariage avec Jane Seymour, seulement 11 jours après l'exécution d'Anne Boleyn, apporta un bref espoir quand elle donna naissance au prince Édouard. Mais la mort de Jane par fièvre puerpérale plongea le roi dans une profonde dépression. Son tempérament, déjà volatile, devint encore plus imprévisible. L'isolement diplomatique de l'Angleterre grandissait. L'empereur Charles V et le roi François Ier de France, ancienne puissance rivale, se rapprochaient diplomatiquement, laissant Henri VIII sans alliés continentaux. La menace d'une invasion catholique planait sur le royaume, forçant des dépenses massives en fortifications côtières. Les divisions familiales s'approfondissaient. La princesse Marie, fille de Catherine d'Aragon, vivait pratiquement prisonnière, forcée de reconnaître sa propre illégitimité. La petite Élisabeth, fille d'Anne Boleyn, était également éloignée de la cour. Le prince Édouard, unique fils, était élevé isolé, protégé obsessionnellement de toute maladie. Le mariage désastreux avec Anne de Clèves, en 1540, marqua le début du déclin politique de Thomas Cromwell, le ministre qui avait orchestré la réforme anglaise. Son exécution sommaire, accusée de trahison et d'hérésie, démontra que personne n'était à l'abri de la fureur royale. L'homme qui avait construit l'appareil d'État Tudor devint une autre victime de celui-ci. Le chapitre se termine avec l'exécution de Catherine Howard, 5e épouse du roi, en 1542. Jeune, imprudente et possiblement innocente des accusations d'adultère, sa mort marqua la fin définitive du roi chevaleresque et courtois. À sa place émergeait un tyran paranoïaque, de plus en plus isolé dans ses palais, entouré seulement par ceux qui craignaient son pouvoir destructeur. L'année 1543 marqua le début du déclin irréversible d'Henri VIII. Son mariage avec Catherine Parr, sa 6e et dernière épouse, ne parvint pas à masquer la réalité d'un royaume en instabilité croissante. Le monarque, maintenant âgé de 52 ans, était devenu méconnaissable. Son corps, autrefois athlétique, était déformé par l'obésité morbide et par une série de blessures mal guéries. L'ancienne blessure à sa jambe, résultat d'un accident durant une joute en 1536, ne s'était jamais correctement cicatrisée. Les médecins de la cour luttaient quotidiennement pour traiter les ulcères suppurants qui se répandaient sur ses jambes. La puanteur qui émanait des bandages était si forte que les courtisans pouvaient sentir son approche avant même de le voir. Les erreurs politiques commencèrent à s'accumuler à une vitesse alarmante. La guerre contre la France, initiée en 1543, vida les coffres royaux. Les conquêtes initiales en sol français se révélèrent éphémères et trop coûteuses à maintenir. Le siège de Boulogne, une victoire à la Pyrrhus, coûta une fortune, en hommes et en ressources, laissant l'Angleterre vulnérable aux contre-attaques. La monnaie du royaume, dévalorisée successivement pour financer les guerres interminables, provoqua une inflation galopante. Les prix des aliments de base s'envolèrent, causant famine et mécontentement parmi la population commune. Les protestations, auparavant isolées, commencèrent à se répandre dans différentes régions du pays. Sur le plan religieux, la confusion
était totale. Le roi oscillait entre tendances catholiques et protestantes, persécutant les deux côtés alternativement. Des réformateurs étaient brûlés pour hérésie le même jour, où des catholiques étaient exécutés pour trahison. L'Église d'Angleterre, sa plus grande création, s'était transformée en un instrument de terreur imprévisible. Les trahisons internes se multipliaient. Le duc de Norfolk et son fils, le comte de Surrey, membres de la plus ancienne noblesse du royaume, furent emprisonnés sous des accusations douteuses de trahison. Surrey fut exécuté, et seule la mort opportune du roi sauva Norfolk de l'échafaud. La paranoïa royale atteignait même ses alliés les plus proches. La santé du roi se détériorait rapidement. Ses accès de fureur, toujours redoutables, devinrent encore plus violents et imprévisibles. Des serviteurs étaient battus pour de petites erreurs, et les courtisans fuyaient sa présence au moindre signe de mécontentement. Le palais vivait dans un état de terreur constant. La population, autrefois enchantée par son prince doré, murmurait maintenant ouvertement contre sa tyrannie. Les exécutions publiques, auparavant des événements qui attiraient des foules, commencèrent à provoquer des protestations silencieuses. Le peuple voyait son roi de moins en moins, et les apparitions publiques devinrent rares en raison de sa mobilité réduite. Catherine Parr, sa dernière épouse, faillit suivre le chemin de ses prédécesseuses. Son penchant pour les débats théologiques et les réformes religieuses attira la colère du roi. Seule son habileté diplomatique et une soumission théâtrale la sauvèrent d'une accusation formelle d'hérésie. L'épisode démontra comment même les personnes les plus proches du roi vivaient sous menace constante. Le prince Édouard, unique fils et héritier du trône, était maintenu pratiquement en isolation. Le roi, obsédé par la survie de son successeur, créa un environnement artificiel et étouffant autour du garçon. Toute personne qui présentait le moindre signe de maladie était immédiatement écartée de la présence du prince. Les dernières années du règne furent marquées par une série d'exécutions qui démontraient le complet décontrôle du monarque. Des médecins étaient menacés de mort quand ils ne parvenaient pas à soulager ses douleurs. Des conseillers étaient écartés pour des désaccords minimes. L'appareil d'État qu'il avait lui-même construit commençait à fonctionner de façon autonome, mu par la peur. Le chapitre se termine avec une crise de proportions catastrophiques. En décembre 1546, le roi subit un effondrement qui le laissa inconscient pendant des heures. À son réveil, son esprit était encore plus perturbé. La cour, percevant que la fin était proche, commença à se réorganiser en factions, se préparant à l'inévitable lutte pour le pouvoir qui suivrait sa mort. Le règne qui avait commencé avec tant de splendeur s'acheminait inexorablement vers une fin sombre. Janvier 1547 se leva avec un froid mordant à Londres. Au palais de Whitehall, les médecins royaux se réunissaient en conférence urgente, tentant de trouver une façon de soulager la souffrance du roi moribond. Henri VIII, à 55 ans, était confiné dans ses appartements, son corps monstrueux de près de 180 kilos, pratiquement immobile dans son lit. L'effondrement final du roi commença par une série de fièvres intenses. Les ulcères de ses jambes, qui le tourmentaient depuis des années, s'étaient transformés en plaies gangréneuses qui exhalaient une odeur putride. Les médecins, craignant pour leur propre vie en cas d'échec de leur traitement, appliquaient des cataplasmes et pratiquaient des saignées qui ne faisaient qu'augmenter son tourment. L'humiliation publique du roi était complète. L'homme, qui avait jadis été considéré comme le plus impressionnant monarque d'Europe, devait maintenant être porté dans une chaise spécialement construite pour supporter son poids. Ses serviteurs développèrent un système complexe de poulies et de cordes pour le déplacer entre les appartements, comme une marionnette grotesque. La cour, autrefois si dépendante de sa présence majestueuse, fonctionnait maintenant pratiquement sans lui. Les décisions importantes étaient prises par un petit cercle de conseillers qui se réunissaient dans des salles éloignées de ses appartements, où la puanteur de la maladie ne les atteignait pas.
Le pouvoir royal, construit au cours de décennies de terreur, se dissolvait avec son corps. Les accusations contre sa personne, auparavant chuchotées seulement dans les tavernes et les confessionnaux, circulaient maintenant plus ouvertement. On parlait des épouses exécutées, des amis trahis, des monastères détruits. L'Église catholique, qui l'avait défié et pillé, attendait avec impatience sa fin, prévoyant une possible restauration sous le futur règne. Le jugement populaire était implacable. Dans les rues de Londres, des ballades satiriques circulaient, décrivant sa déchéance physique comme un châtiment divin. Des prédicateurs dissidents, risquant leur propre vie, interprétèrent ses plaies comme des signes de la colère céleste. La peur qui, auparavant, faisait taire ses voix commençait à se dissiper face à l'évidence de sa fragilité. Les nobles, qui avaient survécu à son règne de terreur, se préparaient à l'inévitable. Des factions se formaient autour du jeune et un prince Édouard, chacune cherchant à garantir son influence dans le prochain règne. Le duc de Norfolk, emprisonné à la Tour de Londres, attendait son exécution, prévue pour le 28 janvier, victime des dernières démonstrations de pouvoir du roi agonisant. Dans ces moments de lucidité, Henri affrontait son propre jugement intérieur. Les fantômes de ses victimes semblaient le hanter. Des serviteurs l'entendaient appeler les noms d'Anne Boleyn et Catherine Howard durant ses délires fébriles. L'homme qui s'était déclaré chef suprême de l'Église craignait maintenant et pour le destin de son âme. Les médecins, incapables de guérir son corps, tentaient au moins de soulager sa conscience. Sir Anthony Denny, l'un de ses derniers confidents, eut le courage de suggérer qu'il se prépare à rendre des comptes à un pouvoir plus grand que le sien. Le roi, pour la première fois en décennies, se trouvait devant un tribunal auquel il ne pouvait échapper. L'archevêque Cranmer, appelé au chevet royal, trouva un homme transformé par la peur de la mort. L'architecte de la réforme anglaise, qui avait façonné l'Église selon les caprices royaux, luttait maintenant pour offrir un réconfort spirituel à son créateur. Les prières semblaient vides face à l'horreur de la décomposition physique. La Sioux. Dernière humiliation vint avec la nécessité de réécrire son testament. Ses mains, autrefois fermes dans le maniement de l'épée et de la plume, tremblaient maintenant incontrôlablement. Le document dut être signé avec un tampon, symbole final de la perte de son autonomie. Le roi qui avait contrôlé la vie et la mort dans son royaume ne parvenait plus même à signer son propre nom. Le chapitre se termine dans la nuit du 27 janvier 1547, au palais de Whitehall, tandis que les cloches de la ville sonnaient l'heure complète. Le roi affrontait ses dernières heures, conscient que son règne de terreur touchait à sa fin. L'homme qui avait jugé tant d'autres affrontait maintenant son propre jugement devant l'histoire et l'éternité. À l'aube du 28 janvier 1547, Henri VIII exhala son dernier soupir. La mort, qu'il avait distribuée si libéralement durant son règne, l'atteignit finalement. Ses derniers moments furent marqués par un râle agonique, tandis que son corps corrompu succombait enfin à la gangrène qui le consumait depuis des mois. Le symbolisme de sa mort ne passa pas inaperçu aux contemporains. Le même jour où était prévue l'exécution du duc de Norfolk devint le jour de la mort du roi lui-même. Norfolk, sauvé littéralement par la mort de son bourreau, resterait à la Tour de Londres, témoin vivant de l'ironie du destin qui épargna la victime et emporta le bourreau. Le corps du roi resta à Whitehall pendant des jours, gonflant et pourrissant, tandis que les courtisans gardaient le secret sur sa mort. Le conseil privé devait assurer une transition en douceur vers le jeune Édouard VI. Durant cette période, des serviteurs rapportèrent que le cadavre royal explosa dans son cercueil de plomb, laissant des fluides s'écouler sur le sol de la chapelle où il était exposé. La mémoire d'Henri VIII subit un processus complexe de transformation après sa mort. Ses successeurs immédiats tentèrent d'équilibrer le respect dû au fondateur de la dynastie Tudor avec la nécessité de se distancer de ses excès. Édouard VI, son fils protestant, intensifia la réforme que le père avait initiée.
Marie Prün, sa fille catholique, tenta d'effacer ses réformes religieuses. Élisabeth Prün, la fille d'Anne Boleyn, construisit un compromis pragmatique. La destruction de sa mémoire commença avec les symboles mêmes de son règne. Les grands monastères qu'il avait pillés restèrent en ruine, monuments muets à sa rapacité. Ses palais, construits avec l'or confisqué à l'église, commencèrent à se détériorer. Hampton Court, son projet le plus grandiose, devint un symbole du gaspillage royal. La diffamation de son image fut particulièrement intense durant la période catholique de Marie Prün. Des chroniqueurs le décrivirent comme un monstre tyrannique, un Néron anglais qui avait détruit l'ancienne foi par luxure et cupidité. Ses épouses exécutées furent transformées en martyrs, ses victimes politiques en saints. L'Église catholique, qu'il avait défiée, contrôlait maintenant le récit de son règne. Pourtant, la plus grande ironie historique résidait dans le fait que ces réformes survécurent et prospérèrent. L'Église anglicane, créée par ses caprices personnels, s'établit comme une institution durable. Le Parlement, renforcé par son besoin de légitimation légale, gagna des pouvoirs que les futurs monarques ne parviendraient pas à inverser. L'idée même de souveraineté nationale, séparée de Rome, devint fondamentale pour l'identité anglaise. Les conséquences de son règne furent profondes et durables. La dissolution des monastères transforma non seulement le paysage physique de l'Angleterre, mais sa structure sociale. Une nouvelle classe de propriétaires terriens émergea, formant la base d'une noblesse protestante qui dominerait la politique anglaise pendant des siècles. Le système éducatif, auparavant dominé par l'Église, dut être complètement reconstruit. Ces réformes administratives, mises en œuvre par Thomas Cromwell, créèrent la base de l'État moderne anglais. La centralisation du pouvoir, le renforcement de la bureaucratie royale, la systématisation des registres, tous ces changements survécurent à leur créateur. L'État Tudor qu'il construisit se révéla plus durable que sa propre dynastie. Que resta-t-il finalement du roi qui pourrit vivant? Un héritage contradictoire de modernisation et de tyrannie, de réforme et de destruction. Henri VIII transforma l'Angleterre de manière irréversible, mais le prix de cette transformation fut payé en sang et en souffrance. Son règne marqua la fin définitive de l'Angleterre médiévale et la naissance tumultueuse d'une nouvelle ère. La dernière ironie de son histoire réside dans le fait que son corps, après des siècles enterré dans la chapelle Saint-Georges à Windsor, continue d'intriguer les historiens. En 1813, lorsque son cercueil fut brièvement ouvert, on trouva les restes d'un homme monstrueusement obèse, sa chair depuis longtemps transformée en une masse noire et difforme. Une image finale appropriée pour un roi qui vécut et mourut. Par les excès, fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs, qui avez cheminé avec nous à travers les couloirs sombres de l'histoire, que retenez-vous de ce voyage? Si ce récit vous a touché, inscrivez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-le avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons de la chute des Romanov, la dernière famille impériale de Russie. À bientôt!